Taxaw Seetlu, l'émission de veille stratégique de l'agriculture sénégalaise, vous propose cette conférence animée par M. Dada Gueye, agroéconomiste, portant sur les opportunités du numérique au Sénégal. Merci pour la conférence. Donc, nous avons invité ici à discuter avec vous sur ce thème. Je félicite également ITC qui a eu cette belle initiative également de développer ce projet de développement des coopératives en intégrant le digital qui est un outil aujourd'hui incontournable dans le secteur agricole. Donc nos en tout cas remerciements vont à l'ensemble de ces partenaires qui œuvrent pour le meilleur, donc en tout cas pour l'amélioration du bien-être des agriculteurs de façon globale. Alors dans notre présentation, on va essayer de mixer les deux, mais de toute façon, on va revenir pour faire une synthèse en Wolof. Mais on va essayer de parler peut-être du français et du Wolof parce que c'est un thème. Si on n'est pas préparé à le développer en Wolof, ça peut être un peu difficile. Donc on va essayer de mixer les deux, comme on s'était préparé plutôt en français. Mais de toute façon, on va revenir sur ça. Monsieur Gueye aussi est derrière. Il parle bien Wolof. Très bien, monsieur. Même moi, je parle bien Wolof, mais par exemple, définir blockchain en Wolof, ça, je ne saurais le faire. Alors, on va commencer par une petite citation. Ça, c'est une citation de la FAO qui dit « La population mondiale devrait passer de 7,6 milliards en 2018 à plus de 9,6 milliards en 2050. Alors la demande alimentaire devrait donc augmenter considérablement. Dans le même temps, les ressources naturelles, notamment l'eau douce, les terres arables, sont soumises à des contraintes croissantes. Alors ça donne matière à la réflexion. Aujourd'hui, on est à un peu près de 7 milliards sur cette terre. Déjà, il y a des contraintes sur les ressources, sur l'alimentation. Et il y a beaucoup de denrées sur lesquelles aujourd'hui, ce n'est pas tous les pays qui parviennent en tout cas à satisfaire les besoins de leur population. Je donne juste l'exemple du blé. On est toujours dans la crise russo-ukrainienne. Cette crise a eu des impacts négatifs, a eu des conséquences terrible sur la sécurité alimentaire mondiale. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le bassin du blé qui a été touché. C'est la ceinture de production du blé qui a été touchée, qui est en guerre. Et aujourd'hui, il y a un cercle restreint des pays qui parviennent à produire ou bien qui peuvent produire du blé, notamment du blé tendre. En même temps, il y a beaucoup de populations qui dépendent de cette denrée pour vivre. Je rappelle juste un exemple. En 2011, vous vous rappelez des printemps ou bien du printemps arabe. Il y a beaucoup de chefs d'État dans le Maghreb qui sont tombés. Ils sont tombés partiellement. Il y a eu des révoltes. Il y a eu des émeutes au niveau de ces pays-là. Et l'une des causes de ces émeutes-là, c'est qu'il y avait une flambée extraordinaire des prix pendant ce temps-là. Et qui connaît la zone maghrébienne, c'est que c'est une zone consommatrice de blé. Ils aiment beaucoup le pain. Et pendant ce temps-là, le prix du blé est passé du simple au double. Donc ça a exacerbé les problèmes qu'ils connaissaient. Donc la ressource alimentaire, aujourd'hui, elle est devenue capitale, elle est devenue, si vous voulez, centrale. Et comme on l'a dit aujourd'hui, le grand défi de ce monde, c'est de pouvoir nourrir la population actuelle, mais également la population à venir. Comme on l'a dit, selon les projections, il y en a même qui vont jusqu'à 10 milliards d'individus. Nourrir 10 milliards d'individus, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pourquoi? Parce que pour produire, augmenter la production, il n'y a que deux paramètres. Il y a les emblavures, la superficie, et il y a le rendement. Le rendement, on peut jouer avec, mais la superficie, elle n'est pas extensible. Nous avons une surface limitée de terre. Le Sénégal a 196 000, si vous voulez, kilomètres carrés. En termes de surface globale, on dit qu'on a 3,8 milliards d'hectares, 3,8 millions d'hectares autant pour moi. Donc, vous savez qu'on a des superficies limitées. Et en même temps, il y a une pression forte sur ces ressources-là.
Ça veut dire que nous devons jouer ou nous ne pouvons jouer que sur le paramètre du rendement. Ok? Alors, ça c'est au niveau global. Maintenant, qu'en est-il du Sénégal? Aujourd'hui, on est à un peu moins de 20 millions de Sénégalais. Selon l'ANSD, en 2050, on devait aller à 38 millions de Sénégalais. Vous savez que déjà, on a du mal à nourrir ces 20 millions de Sénégalais. Donc, quand serait-il de 38 millions de Sénégalais en 2050? Jusqu'à présent, on n'est pas encore autosuffisant en riz, le produit que nous consommons par excellence, ni en oignon, ni en produits laitiers. Pour l'oignon, on va dire qu'on produit plus qu'on en a besoin, c'est vrai, mais on ne parvient pas à satisfaire toute la demande sur toute l'année. Pour le riz, l'année dernière, on a importé plus de 1 million de tonnes de riz. Ça veut dire que c'est plus de la moitié des besoins qui sont importés. Ça veut dire quoi? Et le challenge sera beaucoup plus important en 2050. Ça, c'est une grande question. Alors, il y a eu des révolutions dans le secteur agricole depuis des années, ou bien on va dire depuis des siècles. La première révolution agricole, j'allais dire, mais c'est pas loin, il faut dire industrielle, parce que comme vous devez le savoir, toute révolution industrielle est précédée d'une révolution agricole. Pourquoi? Parce que simplement, quand on veut industrialiser son pays, on n'a que deux options. Soit on produit les matières premières ou bien on les importe. Et les importer, c'est assez difficile. C'est un défi et ce n'est pas une bonne option. Pourquoi? Parce que soit on les produit et on maîtrise les coûts des matières premières, ou bien on les importe et on suit le prix sur le marché mondial. Et là, on risque de ne pas être compétitif. Alors, la première révolution agricole donc, qui a eu lieu au XVIIe siècle, ça a concerné les modes de faire valoir, mais ça a concerné également ce qu'on appelle les assolements. Vous savez qu'au début, il y avait une abondance des ressources foncières. Il y avait suffisamment de terre. Les gens pouvaient faire ce qu'on appelle la jachère. La jachère, pour parler peut-être à des gens qui ne sont pas initiés du domaine, c'est le fait de laisser au repos, par exemple, une terre pendant une durée pour améliorer sa fertilité. Okay? De plus en plus, les besoins en termes de nourriture, en termes d'alimentation ont augmenté. Donc les gens ont senti le besoin d'emblaver plus de surface. Et quand le besoin également se fait ressentir, il faut trouver donc, des mécanismes. Et on a répondu en faisant ce qu'on appelle les rotations culturelles. D'accord? Donc on ne cultive pas sur la même terre, la même espèce, mais on essaie de faire la rotation culturelle. Alors, on a connu aussi une autre révolution agricole au milieu du XXe siècle. Cette révolution, elle a concerné véritablement la biotechnologie, comme les pays de l'Asie du Sud-Est, comme les pays de l'Europe, etc. Ils ont utilisé la biotechnologie pour mettre à la disposition des agriculteurs des espèces, des variétés adaptées qui puissent permettre de doubler, sinon tripler les rendements. Donc, on a eu droit à des semences très performantes. On a aussi eu droit à des fertilisants qui ont permis également d'améliorer la fertilité du sol et aussi les rendements agricoles. Les produits de protection également pour protéger donc, les cultures compte tenu de certaines attaques et de certains parasites. Donc ça, c'est ce qui s'est passé véritablement en Europe et en Asie. Mais aux États-Unis ou bien en Amérique, on a particulièrement utilisé la mécanisation pour améliorer la productivité du travail. Vous savez que la productivité du travail au Sénégal ou bien dans les pays du Sud est très faible. Pourquoi c'est faible? Aujourd'hui, on a tendance, et souvent en se bombant les doses en disant qu'il y a plus de 50% des Sénégalais qui vivent de l'agriculture. Les gens sont souvent fiers de dire ça, et c'est problématique. Comment un secteur peut rassembler plus de 50% de sa population et que ce secteur ne parvient pas à générer plus de 50% des revenus de ce pays-là? Ça pose problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de productivité du travail. Ça veut dire qu'on voit un agriculteur en moyenne aux États-Unis peut nous faire à peu près 30 hectares. Un agriculteur en moyenne ici au Sénégal va emblaver moins d'1 hectare ou moins de 2 hectares. C'est là où se pose le problème de productivité du travail. Donc ils ont joué sur la mécanisation en inventant le tracteur, etc.
pour mécaniser les séries, etc., les opérations culturelles pour améliorer la productivité du travail. Donc voilà ce qui s'est passé dans ces pays-là. L'Asie et l'Europe ont joué sur les intrants, l'Amérique, notamment le Canada et les États-Unis, ont joué sur la mécanisation. Dans une certaine mesure aussi, en Europe, vous allez voir que la mécanisation, mais la mécanisation s'est beaucoup plus développée bien avant aux États-Unis, avant de se développer dans les autres pays de l'Europe. Ça, c'est la deuxième révolution agricole. Alors aujourd'hui, on parle de la troisième révolution agricole. Cette troisième révolution agricole est en train de se faire, et ça se fait avec le numérique. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on l'a dit au début, on a des ressources foncières limitées. On a joué sur les intrants, on a joué sur la productivité du travail en mécanisant, mais il reste encore, parce que les besoins ne cessent de croître, et il faut aujourd'hui mettre sur place des technologies qui puissent permettre de multiplier par 2, sinon par 10, la production nationale pour satisfaire les besoins de demain. Alors, cette révolution est en train de se faire partout, en Europe, en Amérique, dans tous les pays où l'agriculture occupe une place importante. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les pays, en tout cas qui se situent en Afrique, sont un peu en retard par rapport à ça. C'est vrai, il y a des initiatives qui sont en cours, mais si nous ne faisons pas attention, cette troisième révolution va nous laisser derrière, comme les premières nous ont laissé derrière. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que la première révolution ne nous a pas bénéficié, la deuxième révolution non plus. Jusqu'à présent, on utilise les daba, les oussines, etc. pour cultiver. Sinon même parfois la main pour cultiver. Donc aucune des révolutions n'a pu bénéficier l'Afrique, n'a pu permettre à l'Afrique d'augmenter sa productivité. C'est pourquoi d'ailleurs nous continuons toujours à parler de programme d'autosuffisance. Et là je pense que ça commence à durer. C'était depuis plus de 10 ans qu'on parle de programme d'autosuffisance alimentaire en riz. La première échéance, si je ne me trompe, c'était en 2012. Après on a repoussé en 2017. Après on a repoussé en 2023. Après on nous parle de 2030. Et il faut savoir arrêter en un mois. Parce que tout simplement, on ne peut pas faire exactement la même chose et espérer des résultats différents. Ça, c'est trop naïf. Alors, pourquoi je disais que les révolutions ont pu permettre à ces pays d'améliorer leur productivité et pas nous. Regardez ce qui se passe. Regardez ces schémas-là. Le schéma qui est à gauche, ça nous donne l'évolution des rendements en comparant les rendements qu'on a dans les pays développés, donc ce qu'on appelle les developed countries, c'est en anglais exclusivement, et les rendements dans les pays en développement. On nous le mais c'est les pays pauvres, il faut le dire. Depuis 1960. Alors, si on regarde de 1960 à 2005, les rendements dans les pays développés ont été multipliés par 4 ou 5. Alors que les rendements dans les pays sous-développés n'ont évolué que très peu, peut-être multipliés par 2 dans une certaine mesure. Et il y a une grosse disparité également au sein des pays en développement, parce que vous savez c'est un terme assez large. Maintenant, la figure qui est un peu à droite, c'est à votre droite, oui, nous donne beaucoup plus de détails là où nous nous situons, par rapport, en tout cas en termes de pays, donc de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez un peu la figure en vert, donc la couleur verte, ça c'est des pays donc, de l'Asie de l'Est et du Pacifique. D'accord? Regardez les grands bonds qu'ils ont fait depuis 1960. Ils ont multiplié le rendement presque par 6. Là où les pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas du tout évolué. Et nous sommes dans ce lot. Et qu'est-ce qui a permis véritablement à ces pays d'augmenter leur productivité depuis? C'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure. Ils ont su mettre en place une révolution agricole et une vraie révolution agricole en jouant sur la biotechnologie, en jouant sur la mécanisation, en jouant sur la protection des cultures, etc., pour pouvoir arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, ils sont autosuffisants et ils exportent dans les autres pays. Mais à notre niveau, nous, on est toujours sur les mêmes rendements. Et on se trompe malheureusement parfois en publiant des statistiques qui ne sont pas correctes en termes de productivité. Donc comme je l'ai dit, les deux révolutions sont passées, même si nous continuons toujours à utiliser les résultats de ces révolutions-là. Mais aujourd'hui, il y a une troisième. Qu'on fasse tout pour ne pas rater cette révolution. Parce que si on la rate, on va continuer malheureusement éternellement à dépendre des pays. Et vous savez que demain, ça sera beaucoup plus compliqué d'importer. Parce qu'aujourd'hui, les pays sont en surabondance en termes de production. Mais ça ne va pas continuer ainsi.
Alors, ça c'était juste une introduction, mais on va aller maintenant sur le vif du sujet pour parler des opportunités dans le digital, notamment dans le secteur agricole. Alors, en termes d'opportunités, aujourd'hui il y a beaucoup de technologies. Alors ça c'est un agronome qui parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des IT, ce n'est pas mon domaine. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation qu'on va faire de ces technologies-là. À l'échelle globale, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la technologie des blockchains. Donc, les blockchains, comme vous le savez, ça permet d'assurer une meilleure traçabilité dans les transactions. Donc, c'est aujourd'hui un outil digital, sinon une technologie qui peut être utilisée dans le secteur agricole pour assurer une meilleure traçabilité des produits alimentaires. Alors, ça a été fait par certains, ça a été fait également dans d'autres pays, comme Walmart l'a utilisé, et aujourd'hui, grâce à cette technologie, il est possible de pouvoir remonter jusqu'au niveau producteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me vend du riz, je suis capable de savoir dans quel pays ce riz a été produit, qui a produit ce riz, quel est le producteur, dans quelle région cela a été produit, quand est-ce que ça a été produit, etc., etc. Donc, ça me donne toutes les informations sur ce produit. Aujourd'hui, on mange tout, mais on ne sait pas quand est-ce que ça a été produit, et ça pose problème. Aujourd'hui, cette technologie, Dieu merci, nous permet au moins d'avoir une meilleure traçabilité sur les produits. Donc, ça permet d'assurer au moins une meilleure sécurité alimentaire. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'Internet des objets. Donc, on l'appelle communément IoT en anglais. Donc, l'Internet des objets aujourd'hui également est une technologie qui peut servir dans le secteur agricole. Et quand je dis qu'il peut servir, ça ne veut pas dire que ça n'a pas commencé. Ça a commencé et ça avance beaucoup d'ailleurs dans notre pays, mais ça n'avance pas beaucoup ici dans notre pays. L'Internet des objets, par exemple, est utilisé pour améliorer donc, notre niveau, par exemple, d'optimisation de l'irrigation dans les parcelles. Vous savez que je parle à des agronomes en majorité. Chaque plante a des besoins spécifiques en termes donc, de ressources hydriques. OK? Et c'est Internet des objets aujourd'hui pour nous permettre donc, de savoir quel est le besoin donc, en eau pour cette plante pendant cette période. Je donne juste un exemple. Supposons que c'est une plante. Donc, supposons c'est une plante de tomates. OK? Et on dit que cette plante a besoin de 10 litres d'eau. Vous savez également dans le sol, il y a des ressources hydriques. Ça veut dire qu'on apporte de l'eau en complément. D'accord? Donc, ces objets connectés peuvent nous permettre de mesurer ce qui est disponible en termes donc, de volume d'eau et pour nous calculer ce qu'on doit rajouter. Donc, pour optimiser la ressource hydrique. Parce que tout excès également est nuisible et ça s'applique aussi dans le domaine de l'agronomie. Ok? Alors, il y a aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je pense que vous connaissez tous. De plus en plus, il y a des applications, si vous voulez, en tout cas des choses très développées dans ce secteur-là. Et c'est aujourd'hui quelque chose également qu'on peut utiliser dans le secteur agricole pour améliorer notre niveau de prise de décision notamment. D'accord? Rien que par exemple, sur les rendements. Vous savez que la question des statistiques agricoles, on ne prend pas ça très au sérieux dans le pays. Parce que chaque année, on publie des statistiques sur les rendements, des statistiques sur les productions. Et l'État publie, par exemple, en disant qu'on a produit 1 200 000 tonnes de riz, les agriculteurs vont rester là et vont dire que c'est faux. Maintenant, l'État bi bu ne produit 1 200 000 tonnes de riz, baykat bi day toog fee ni lu dëkk. Te aussi, da ngay mën a dégg li baykat bi di wax parce que tout simplement, technologie yi utilisées pour faire sur estimation rendement, c'est des technologies très archaïques. Les carrés de rendement, ce n'est pas quelque chose de très fiable. Alors, l'intelligence artificielle, technologie de également, peut nous permettre vraiment d'optimiser le progrès sur les statistiques agricoles. Pourquoi statistiques agricoles n'est pas solo? Parce que c'est un outil d'aide à la prise de décision. Pour bâtir un projet ou pour développer un projet dans le secteur agricole, on a besoin des données fiables. Parce que si on a des données fiables, tu vas prendre des décisions, tu vas ne sont pas des décisions adaptées à la situation du pays. Donc, données agricoles en solo, malheureusement, on n'a pas encore compris ça. Et c'est pourquoi je pense que nos projets et nos programmes continuent toujours de connaître des échecs. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, je pense qu'on va continuer exactement. Parce qu'une décision prise sur une mauvaise information va tout simplement découler sur des résultats peu satisfaisants. C'est aussi simple que ça.
Alors, il y a aussi la réalité immersive. Je pense de plus en plus, vous l'entendez. Il y a même Facebook qui vient de mettre sur place Metaverse. Metaverse, je pense que c'est vrai, c'est un projet, c'est un projet. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'acheter le monde, je vais le dire ainsi. Peut-être même ils sont en train d'acheter Insta. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de Insta demain? Ça, c'est très important. Et je pense qu'avec cette technologie aussi, ça peut permettre au moins de jouer, d'améliorer en tout cas, si ce projet va jusqu'au bout, si beaucoup ça peut améliorer vraiment le fonctionnement de beaucoup de maillons sur les chaînes agricoles, notamment le maillon de l'accès au marché. Donc ça, c'est des technologies qui existent. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui sont appliquées et dans le secteur agricole, dans les pays, elles sont en train de donner des résultats très satisfaisants. Et là, il faut également que nous sachions saisir ces opportunités également dans notre pays. Alors, on va en venir à l'échelle nationale. Dieu merci, au Sénégal, nous avons la stratégie Sénégal 2025. Donc, Sénégal 2025, donc c'est une stratégie, donc il y a au moins un début de prise de conscience politique. Ça, c'est une stratégie de 2016 à 2025 où l'État du Sénégal a une vision, a une stratégie numérique où il est décliné les objectifs stratégiques que nous voulons atteindre dans le secteur des numériques de façon globale. Et avec aussi une importance sur le secteur agricole, donc d'où l'e-agriculture. Alors, cette vision Sénégal numérique 2025 a 4 principaux axes. Le premier axe, donc je lis, un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. C'est ça le premier axe de cette vision Sénégal numérique 2025. Le deuxième axe, une administration connectée au service du citoyen et des entreprises. Le troisième axe, la promotion d'une industrie du numérique innovante et créatrice de revenus. Et le quatrième axe, la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires, y compris donc l'agriculture. D'accord? Alors, ça au moins, c'est quelque chose de très positif. Parce qu'on sait que le numérique peut nous apporter, pour nous aider dans, en tout cas, le développement de certains secteurs prioritaires. Donc c'est un catalyseur du développement. Il y a un niveau de prise de conscience au niveau étatique et il faut le saluer. Alors, toujours sur, du point de vue politique à l'échelle nationale, dans le PSE, le plan Sénégal émergent, vous savez que chaque 5 ans, on a des PAP, donc les programmes, donc les PAP, donc j'oublie un peu même la signification du cycle. Non, c'est pas ça. Je parlais des PAP 2A, etc. Donc, plan d'action prioritaire. Voilà. Donc, on a des plans d'action prioritaires au bout de chaque 5 ans. D'accord? Alors, pour le premier PAP, malheureusement, la question du numérique n'était pas suffisamment prise en compte. Mais au moins, pour le deuxième PAP, donc le PAP 2019-2023, le numérique a au moins 0,42% du budget total. C'est vrai, c'est faible, mais au moins c'est un début, il faut le saluer. Et avec donc 67 milliards de francs CFA dédiés au secteur du numérique. Il y a aussi d'autres politiques publiques, notamment le projet du parc des technologies numériques. Il y a aussi le Sénégal numérique, dont on vient de parler, l'extension des infrastructures du gouvernement, le programme exploitation, maintenance, extension, donc intranet et administratif, etc. Donc le projet de développement de l'entrepreneuriat numérique féminin et le projet de soutien à l'innovation de l'entrepreneuriat numérique e-Startup Sénégal. Donc tout ça, c'est des politiques publiques au moins dans le secteur agricole et dans le secteur des numériques autant pour moi, donc y compris le secteur agricole. Alors, il y a aussi l'institutionnalisation du forum annuel sur le numérique. Vous savez, chaque année, il y a un forum sur le numérique qu'on tient à Dakar et ça c'est institutionnalisé maintenant avec une dimension internationale. Okay? Il y a aussi le grand prix du chef de l'État, donc sur l'innovation. Et je pense qu'il fut une année, je pense que ça doit être la dernière ou l'avant-dernière édition, ça a été rapporté par des startups qui évoluent dans le secteur du numérique, notamment dans le secteur du numérique et spécifiquement dans l'agriculture, notamment Paul Bi. Il y a aussi le Centre national de calcul scientifique de Diamniadio et aussi la disponibilité de certains partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, Dieu merci, il
il y a beaucoup de partenaires techniques financiers qui s'intéressent à cette question du numérique, notamment la NER, qui est dotée également de ressources pour appuyer également ce secteur des numériques, notamment les startups, et ils ont des projets importants dans ce domaine. Il y a aussi d'autres partenaires techniques, notamment l'USAID. Aujourd'hui, dans presque tous les projets de l'USAID dans le secteur agricole, on a au moins un volet ou bien une composante qui traite spécifiquement des questions du numérique. D'ailleurs, c'est une bonne chose que c'est devenu presque une question de mode. Presque toutes les ONG qui écrivent des projets dans le secteur agricole aujourd'hui vont inclure le volet numérique parce que c'est devenu un outil un peu sexy. Alors, c'est la même chose avec d'autres bailleurs tels que Mastercard Foundation, donc la fondation Mastercard aujourd'hui également, qui travaille sur deux secteurs principalement, le secteur de l'éducation et le secteur de l'agriculture. Et dans le secteur de l'agriculture, ils donnent une importance capitale au digital. Ils le prennent comme un catalyseur. Il y a aussi le FIDA qui de plus en plus intervient et qui finance des projets dans le domaine du numérique dans le secteur agricole. Donc tout ça, c'est des opportunités qui existent. Ay mbir la yoo xam ni ku yëngatu ci numérique ci domaine agriculture mën na la jariñ te je pense am na déjà ñu commencé jariñ am na ñu ci xam ñu bëri yoo xam ni ils ont des startups et ils ont été accompagnés à travers ces partenaires-là et d'autres que je n'ai pas cités. La liste est loin d'être exhaustive. Am na yeneen partenaires yoo xam ni ñu ngi liggéey ci secteur bi nii te boolewu leen fi. Alors, il y a aussi en termes de ressources humaines aujourd'hui, on ne se plaint pas trop, alhamdoulilah. On a souvent l'habitude donc de dire brain drain, donc ça veut dire quoi? La fuite des cerveaux. Mais il y a aussi le gain des cerveaux, ce qu'on appelle le brain gain. Ça, on n'en parle pas souvent, mais même s'il y a des Sénégalais qui quittent et qui sont brillants, qui quittent le Sénégal pour aller étudier à l'étranger et qui restent là-bas, qui servent ces pays, il y a aussi des Sénégalais brillants qui partent à l'étranger, qui sont formés dans les plus grandes universités du monde et qui reviennent aujourd'hui et qui servent leur pays dans ce secteur-là. Donc ça aussi c'est un gain. Ça fait partie des ressources humaines disponibles dans le pays et qui sont en train de servir également dans ce secteur-là, y compris bien sûr dans d'autres secteurs, mais au moins dans le secteur du numérique. Donc ce phénomène de gain des cerveaux, donc du brain gain est aussi là, donc ça participe à améliorer le capital humain dans ce domaine. Il y a aussi aujourd'hui une offre de formation assez diversifiée. Aujourd'hui, presque dans toutes les universités, vous allez voir qu'ils ont au moins des masters, des licences ou bien parfois des DUT extra dans le secteur du numérique. L'UGB, l'UCAP, l'ESP, l'IADB, ici, UCEP, EPT, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'universités, sinon presque toutes les universités aujourd'hui, qui ont des formations dans ce secteur-là. Alors, j'ai cité ici presque les universités qui offrent des formations dans le numérique, mais il ne faut pas nous leurrer aussi. Quand on parle de l'agri-digital, ce n'est pas une affaire de l'IT tout court. Ce n'est pas non plus l'affaire de l'agronome tout court. Vous savez, nul dans le monopole du savoir. Quand on veut fusionner deux secteurs, notamment le numérique et l'agriculture, il faut que ces acteurs aussi sachent travailler ensemble. Ça veut dire quoi? C'est les agronomes, les agriculteurs et les spécialistes des numériques qui doivent travailler ensemble pour proposer des solutions innovantes. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est le développeur qui va rester à côté pour proposer des solutions qui ne sont pas adaptées au secteur agricole parce que certainement, il ne s'y connaît pas. They proposer baykat yi loo xam ne du ci seen bopp parce que certainement loolu mooy seen soxla. Et là, c'est un vrai problème, un problème de business model. Parfois, on a tendance à mettre le focus sur des choses. On regarde juste l'aspect, par exemple, haute technologie, sans parfois voir quel est le véritable besoin du producteur. Et ça, c'est très important. Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est un agronome qui ne connaît absolument rien des technologies, qui travaille en son côté pour proposer des solutions agri-digitales. Là aussi, il n'y aura pas cette technologie, il n'y aura pas, si vous voulez, cette matière qui lui permettrait de proposer des solutions efficientes. Donc, je pense que c'est ensemble, des agronomes, des spécialistes des TIC, des agriculteurs, de façon globale, l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur qui doivent travailler ensemble pour proposer des solutions innovantes. Alors, il n'y a pas que les offres de formation, il y a aussi les laboratoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui de numérique. Donc, je cite quelques-uns. e-Innov Lab de l'ASMT également, le département des ressources
technologique et pédagogique, donc c'est le centre de calcul de l'UCAD. Et il y a aussi d'autres laboratoires à l'UGB, etc., qui sont des laboratoires spécialisés donc, dans le numérique. Donc ça existe presque partout, dans toutes les universités et aussi dans les centres de recherche. Donc ça, au moins, c'est des outils, c'est des opportunités qui existent dans le secteur du numérique, sinon dans le secteur de l'agri-digital de façon beaucoup plus spécifique. Alors ça, c'est le tableau qui donne juste quelques formations qui sont ici au Sénégal. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de masters, de licences, etc. dans tous les domaines, dans les domaines très pointus du numérique qui existent aujourd'hui au Sénégal. Alors on n'en est pas là pour faire l'évaluation de ces ressources humaines, mais c'est juste pour dire qu'au moins ça existe. Maintenant, c'est vrai, il y a des défis en termes de qualité, etc. Il y a des écoles qui donnent de très bonnes formations dans ce domaine. Il y a des écoles, malheureusement, qui ne donnent pas des formations à la hauteur de la demande. Donc ça aussi, mais c'est pas, au moins ça existe. Et saluons ces parents. Il y a aussi les centres d'incubation. Vous savez, quand on est start-up, on vient de créer sa start-up, parfois on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir continuer, pour servir en pouvoir, pour proposer des services ou bien des produits viables et en maîtrisant ses coûts. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de centres d'incubation tels que CETIP qui nous regroupent aujourd'hui ici. Il y a aussi d'autres, Gaïdel Innovation Lab, de Gaïdel 2000, Jocolabs, etc. Il y a d'autres qui sont très nombreux. Même aujourd'hui, dans toutes les universités du Sénégal, il y a un centre d'incubation. Et parfois dans les secteurs aussi du numérique. Donc ça aussi, c'est des avantages que les jeunes peuvent utiliser aussi pour mettre en place leur start-up dans le digital. Et ça leur permet de réduire leur coût, parce que ils bénéficient des aménagements, etc., de l'Internet, etc., et aussi de l'accompagnement sur le plan technique. Donc ça aussi, c'est au moins des opportunités qui existent aujourd'hui dans le secteur. Alors, on a parlé des opportunités, quelques-unes. On va parler maintenant de quelques contraintes et des défis qui existent également dans ce secteur-là. Alors, la première contrainte, regardons ces cartes-là. Cette carte, donc, c'est une carte de connectivité, donc la présence des opérateurs d'Internet au Sénégal. La carte qui est à gauche, c'est donc la disponibilité ou bien les services de connexion de Orange dans le pays. Donc c'est l'Internet, si vous voulez, c'est la connectivité. Alors, la carte qui est à droite, c'est Free. La carte qui est en bas, c'est Expresso. Principalement, c'est les secteurs privés aujourd'hui, les opérateurs qui proposent de l'Internet. Alors, il y a un problème ici. Je pense que c'est assez trivial et c'est assez choquant. C'est quoi? Il y a un foisonnement de connectivité à Dakar. Par contre, dans les zones les plus reculées, on voit que c'est un désert en termes de connectivité. Ça veut dire que tous les opérateurs aujourd'hui se sont concentrés dans la ville de Dakar. C'est une logique économique, c'est une logique capitaliste, on peut les comprendre. Mais ça pose problème. Pourquoi? Pourquoi ça pose problème? Moi, si je suis entrepreneur dans le secteur digital, dans le secteur agri-digital, je veux proposer des solutions aux agriculteurs. Mais Baïkat Bidek, à Kédougou ici, il aura des problèmes pour se connecter. Quand je dis Kédougou, je ne parle pas de la région de Kédougou, mais je parle de la zone rurale, parce que c'est là où se passe la production. Baïk, c'est à l'effet. Donc, Baïkat Bidek, c'est à l'Bini, Tamba, ou le Kédougou, Nek Fousori, qui, ou le Goudir, qui a un internet bu doy bu ñu sukkandikoo ci carte yi nii ngir utiliser service bi nga xam ne moom lañ koy proposer et ça pose problème. Donc ça c'est malheureusement un défi, c'est un défi boo xam ni je pense ça on doit réfléchir sur comment lever ces contraintes parce que c'est l'une des contraintes les plus difficiles. On a beau proposer les solutions les plus innovantes, les solutions les plus perspicaces, mais si le problème de la connectivité n'est pas réglé, malheureusement l'adoption va toujours poser problème. Alors, d'autres contraintes. Je vais commencer par lire la vision de Sénégal 2025. On a cette vision Sénégal 2025. Qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a dit sur cette stratégie? Donc, la vision du Sénégal numérique, c'était quoi? Sénégal numérique 2025. En 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un système, dans un écosystème performant. Alors, c'était ça la vision de Sénégal numérique 2025. On est en 2023.
Donc il reste 2 ans sur cette échéance. ñaari at moo si des ci échéance bii. Je pense que tout le monde peut faire une évaluation à son niveau pour savoir où nous en sommes par rapport à cette vision. Alors, une contrainte également qui se pose, c'est la question de la logistique dem bi ak dikk bi. Ça pose problème. Pourquoi? Si on prend par exemple un service digital dans la commercialisation des produits agricoles. Supposons que j'ai créé une plateforme où je permets à mes clients ou bien aux agriculteurs de vendre leurs produits sur leur plateforme. Je vais donner un exemple juste. Emlouma aujourd'hui a une plateforme boo xam ne baykat bi mën na si def ay produits agricoles pour jaay. Donc baykat bu nekk fële peut-être Kédougou wala Tamba wala Ross Béthio mën na si def produit ngir jaay. Alors su ko si defee ça veut dire que acheteur bi moom xëy na Dakar la nekk wala Thiès wala feneen am na lu ko war a jëlee ci point A fi ñu ko defaree yóbbu ko ci point B vers le consommateur. Alors que le problème de la logistique se pose énormément dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, jusqu'à présent, on ne parvient pas à être compétitif. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne parvient pas à être compétitif. Donc, en termes de prix, ce n'est pas la seule raison. Mais supposons on parvient à produire 1 kg de riz à 100 francs. Alors que pour déplacer le kilogramme pour Dakar, il va coûter 50 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, acheteur qui jënd ceeb moom dina fay 50% yoo xam ne juste pour transport la. Et loolu lu ko waral mooy la question de la logistique pose véritablement problème. Su ma nee logistique rek du transport kese mais même unité de stockage yi yëpp ay problème ok donc la question de la logistique est un véritable frein parce que simplement ça enchérit les coûts donc de ces produits-là. Alors l'environnement des affaires aussi pose problème. Il n'y a pas suffisamment de soutien destiné aux startups. Maanaam bëriwul ay ndimbal yoo xam ni ñi ngi jëm ci secteur numérique wax nañ ko léegi ci budget Sénégal numérique 2025 il n'y a que 0,42% qui est destiné au secteur numérique et loolu tuuti na trop. La question de la régulation tout à l'heure wax nañ ci connectivité c'est-à-dire niveau d'accès à Internet au Sénégal gis nañu mbir yi s'est concentré principalement dans les régions et particulièrement à Dakar alors foofu c'est une question purement de régulation. Vous savez que dans certains pays, je donne l'exemple de l'Inde, il y a ce qu'on appelle une mutualisation des infrastructures numériques. Ça veut dire quoi? Pourquoi ces gens-là ne sont pas présents dans les autres régions? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que il y a un coût pour être présent là-bas. Il faut mettre sur place des infrastructures numériques, des antennes qui puissent permettre de faciliter la connectivité. Alors, s'il y avait une mutualisation, maanaam buñ booloo woon yenn infrastructure ñu koy séddoo ñu koy bokk maanaam ñu ni yow on va pour mettre une infrastructure numérique Orange kese du ko def Expresso kese du ko def Free kese du ko def mais dañuy boole suñu am ñu dem créer aussi ay infrastructure numérique yoo xam ne mën nañu ko bokk loolu dina tax au moins que si vous voulez, toutes les zones de production puissent être servies au moins en termes de connectivité. Et j'aime bien citer l'exemple de l'Inde parce que c'est une loi qui permet de faire ça. Alors, la gouvernance des chaînes de valeur agricoles, là aussi c'est véritablement un défi. Souvent on a l'habitude de dire que les interventions dans le secteur agricole ne sont pas coordonnées. Et c'est à juste raison. Maanaam dëkk bi projet yi bu ñëwee amul benn ligne directrice bu ñu leen tracé ni leen fii ngeen war a jaar en termes d'intervention dans le secteur agricole lu neex waaye def ONG bi jógee États-Unis ak ONG bi jógee Europe wala ONG bi jógee feneen ku nekk mën na ñëw ak façon bi muy doxale kii di wax ci nopp ndeyjooru baykat bi lii keneen ki di ko wax le contraire baykat bi bu yàggee bu jaxasoo te loolu c'est une question purement de régulation. Donc dans tous les pays du monde qui se développent, qui se respectent, la question de la gouvernance des chaînes de valeur agricole est prise
très au sérieux. Je donne l'exemple juste de l'Éthiopie. L'Éthiopie, pour que en tant que projet, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Nous, on a eu ces problèmes. J'ai travaillé dans un projet où on devait intervenir, entre autres, en Éthiopie, au Rwanda et dans d'autres pays. Le problème qu'on a eu, quand on est venu avec notre budget, on nous a dit que avec votre budget, ce projet ne peut pas être mis en œuvre ici. Pourquoi? Parce que simplement ici, pour tout projet, vous devez réserver au moins 40% pour des investissements dans le secteur agricole. Madame, 100 francs pour nekk ci projet 40 yi dafa war a dem ci loo xam ni mën na ci teg bët mu nekk ay teen wala mu nekk ay forage wala mu nekk loo xam ni mën na ci teg bët donc boo ko respecté wul doo sa projet doo ko mettre en œuvre alors que fii c'est l'un des rares pays yoo xam ni daanaka boo dee projet amul benn contrôle ci sa kaw daanaka lu la neex def benn zone mën nga fa gis ñaari partenaire ñëw ñaari ONG qui a approche qui est approche différente. Et ça pose problème. Ça pose véritablement un problème d'efficacité des politiques publiques. Alors, maintenant, on va continuer sur et terminer sur donc, la question des défis et des opportunités, donc en faisant une petite analyse offre et demande. Alors, si on regarde du côté de l'offre, quand je parle du côté de l'offre, c'est les fournisseurs de services digitaux agricoles, y compris les startups et tous ceux qui fournissent des services dans ce domaine-là. Le problème majeur, bien le plus grand problème qui se pose, c'est la durabilité des business models. Et c'est très très important. Ça veut dire quoi? Si vous avez les startups du Sénégal, nous avons du domaine agriculture, agriculture digitale, je veux dire. Daanaka juróom-ñeenti si ñoom sañ naa sax wax fukk bu ci projet yi génnee seen loxo jour boobu la ñuy tëj seen entreprise yi ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle de génération des revenus durable donc li ñuy am mi ngi sukkandiku ci projet yooyu nga xam ni seen durée de vie dafa limité ça pose problème mi ngi mel ni boo ubbi benn boutique boo xam ni pour benn chantier rek moo tax par exemple ñu ni à 15 kilomètres de l'ENSA am na benn chantier bu fa am lu ñu fa war a tabax bëri na nit ma dem ubbi fa benn boutique alors que chantier boobu noonu 2 ans la war a durer ça veut dire quoi su may investir foofu noonu kat naa xam ni bu chantier ba jeexee nit ñi day ñibbi dama war a testé wu boutique loolu moo fi am ci projet ci start-up yi nekk si digital bi donc ça veut dire que ñoom service ñiy proposé ba léegi di nekkul des services yoo xam ni baykat yi ñi koy jënd ba mu leen di rapporter suffisamment de ressources yu leen di mën a permettre ñu fay seen ay charges am ci bénéfice parce que aussi kuy créer entreprise c'est pour se faire donc des bénéfices les détenteurs de start-up ne sont pas des philanthropes nekkuñu fii ngir may donc la question de la durabilité des business models est très importante c'est pourquoi jeune bi defar business model war na xalaat bu baax a baax question durabilité dans quelle mesure il prendra en compte cette dimension de la durabilité c'est très 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 important. Je connais aujourd'hui des startups qui ont fait 10 ans yoo xam ne sous projet yi retiré wu du tëj seen entreprise je parle bien de 10 ans. Alors la question des contenus en langue locale est pertinente localement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une solution digitale ou bien je propose une solution digitale. Je propose ça à des acteurs spécifiques. On parle des acteurs des maillons des chaînes de valeur agricole, donc, y compris les fournisseurs de services financiers, y compris les commerçants, y compris les producteurs. Mais si on prend les producteurs et les commerçants, d'habitude, ils ne parlent pas français, dégguñu pas lu ñuy làkk wolof wala pël wala séeréer wala leneen ak leneen. Donc yow miy propose service digital bi kat ça c'est un défi majeur boo xam ne war ko jël en compte. Proposer du contenu local et adapté localement. Ça veut dire quoi adapté localement? Alors vous savez pertinemment que qui bay gerte ci Waalo boobu donc je vais pas dire gerte kii bay ceeb ci Waalo ak kii bay ceeb ci zone sud bokkuñu ni ñu koy defee parce que tout simplement les conditions agroclimatiques ne sont pas les mêmes kii technique bi la war a utiliser kii bëri technique la war a utiliser donc yow miy proposer ce service digital aussi
on va de telle sorte que ce contenu est proposé, un contenu adapté localement. Alors, un autre défi de taille, pas moins, le financement des startups. Aujourd'hui, il n'y a pas, malheureusement presque pas de, si vous voulez, de services financiers disponibles pour les startups, malheureusement au Sénégal. Parce que simplement on les voit comme très risqués. Alors vous entendez souvent parler de Silicon Valley, etc. C'est un endroit où on peut lever plusieurs milliards, si vous voulez, plusieurs milliards de dollars. Alors malheureusement, dans notre écosystème, on n'a pas ça. C'est très difficile pour une start-up aujourd'hui de lever certains fonds. Mais heureusement, les levées de fonds peuvent se faire également à l'international. Mais dans notre environnement, dans le Sénégal, il n'y a pas beaucoup de banques ou bien de SFD qui financent malheureusement ces startups parce qu'on les voit comme très risqués. Alors, on ne les blâme pas, mais ça devait être au moins une décision publique, des politiques publiques qui adressent ces questions-là, en mettant en place des fonds de garantie ou bien d'autres fonds qui puissent permettre au moins de donner des fonds d'amorçage à ces startups pour pouvoir démarrer leur activité. Alors, une autre question qui se pose, c'est le passage à l'échelle. Quand on commence une start-up, c'est vrai, on commence petit. Et c'est normal, il faut commencer petit. C'est très dangereux d'ailleurs de ne pas commencer petit. Airbnb, quand ils ont commencé, ils voulaient toucher tout le monde. Ils voulaient toucher tous les pays du monde de façon globale. Et ça n'a pas marché. Et ils ont revu leur stratégie, ils ont commencé par des petites régions, etc. Et aujourd'hui, ils sont presque partout dans le monde. Donc ça veut dire qu'une start-up aussi, il faut savoir démarrer à échelle, avec une échelle adaptée à tes ressources, au contexte également. Mais il faut savoir aussi avoir une stratégie pour aller à l'échelle. C'est-à-dire quand on commence petit, on doit également grandir grand. Sinon aussi, ça pose problème. On va rester toujours start-up pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et ça pose problème. Alors ça, c'est un défi également de taille. Du côté maintenant de la demande. Alors, du côté de la demande, comme vous pouvez le voir sur les cartes que nous avons projetées, il y a une fracture numérique extraordinaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a un monde urbain hyper connecté où on peut avoir la 4G et on a un monde rural où parfois avoir 2G pose problème. Donc il y a un problème véritable de fracture numérique. L'inclusion financière, vous savez qu'on ne peut pas également parler de services digitaux agricoles en occultant la question de l'inclusion financière. Je donne un exemple. Si par exemple je veux vendre mes produits sur des plateformes de vente en ligne, en général les paiements se font soit par carte, soit par mobile money, etc. Heureusement, ces mobile money aujourd'hui sont une réponse partielle par rapport à ce problème-là. Mais la question de l'inclusion financière, c'est véritablement un défi de taille à lever également pour une optimisation de ces services dans le domaine de l'agriculture. La question de l'adressage, ça pose problème. Au Sénégal, jusqu'à présent, livreur, heureusement aussi, il y a des débuts de solutions. Je pense qu'à Kaolack, on nous a parlé de quelques solutions qui existent aujourd'hui en termes d'adressage. Mais je pense que c'est toujours également un défi de taille, parce que c'est des services qui ne sont pas malheureusement très utilisés. La question du coût de l'Internet, vous savez que c'est avec Free, Xavier Niel qui a carrément changé, si vous voulez, l'écosystème des télécommunications au Sénégal, en cassant les prix, mais sinon le coût de l'Internet était excessivement élevé. Et ça l'est toujours d'ailleurs, si on se compare par rapport à d'autres pays. Et ça pose véritablement problème. Donc, ce coût peut aller parfois jusqu'à plus de 50% du revenu brut par habitant. Et vous savez, quand on parle de services digitaux dans le domaine de l'agriculture, on traite avec des agriculteurs. Qui connaît les agriculteurs, ça, ce sont des gens qui ne sont pas hyper nantis. Parce que il y a trop de problèmes dans ces secteurs-là qui font qu'aujourd'hui, les agriculteurs, malheureusement, devraient être riches, mais ne le sont pas. Donc, on a affaire à des gens qui ne sont pas riches. Et on voulait fournir des services rapides. Ils auront besoin au moins, pas tous, mais au moins parfois, d'accès à Internet. Et cet accès aussi pose problème en termes de coût. La culture numérique et la confiance numérique. On n'a pas cette culture numérique au Sénégal. Même pour les gens qui sont instruits, on a du mal. On ne fait pas confiance aux plateformes de paiement en ligne pour utiliser sa carte de paiement, pour faire des paiements en ligne. Ce n'est pas tout le monde qui
peut le faire parce que on n'a pas confiance au numérique. Donc il y a au moins cette question d'alphabétisation numérique qui doit prendre place et permettre à ces gens de développer une culture du numérique. La question du revenu aussi, ça aussi j'en ai parlé. On traite avec des gens qui ne sont pas très nantis, donc cette question se pose. Alors, pour terminer, il y a 5 barrières d'adoption de façon classique en termes d'adoption des technologies de façon globale. Et je pense que ces barrières aussi s'appliquent dans le secteur du numérique. Le manque de profitabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une start-up, tu proposes un service numérique à l'agriculteur. La première question que l'agriculteur se pose, c'est lan la may jaay. Est-ce que dina tax sama am yokk? Bu fekkee damay jënd technologie bi juste pour produit man dama branché, je ne vais pas le faire. L'agriculteur aussi est un agent économique rationnel. Donc day xalaat li la ko mën a jural. Donc parfois la question de la profitabilité se pose. Ça veut dire que celui qui propose sa solution numérique aussi doit pouvoir s'assurer au moins d'une profitabilité de ce service, qui s'assure que ce service apporte de la valeur ajoutée, sinon ça n'a pas de sens. La deuxième barrière aussi, l'information et l'apprentissage, ça pose véritablement problème. Parce que dans le cadre de ma thèse, pour rappel, j'ai fait ma thèse donc, dans le secteur, donc dans la digitalisation des services digitaux agricoles. Ce qu'on a vu, c'est que plus les gens sont formés sur les technologies, plus ils ont tendance à utiliser ces services digitaux agricoles. Donc parfois la question de la formation et de l'apprentissage est très importante aussi pour faciliter l'adoption de ces services digitaux agricoles. Un autre point, la défiance des marchés financiers. Ça veut dire quoi? Alors, vous savez, il y a les services qu'on peut utiliser de façon continue. D'accord? Chaque campagne, on va acheter des services. Mais il y a des services, on les utilise, mais on les, si vous voulez, rentabilise sur une longue durée. Si je veux aujourd'hui informatiser mon système d'irrigation, mettre en place des gouttes à gouttes, mais des gouttes à gouttes qui marchent avec donc, des computers, des ordinateurs, etc. Où tout est informatisé. C'est ça, c'est un investissement de taille, investissement bourré. Et ça se rentabilise dans le temps. Aujourd'hui, on a des systèmes financiers défaillants parce que simplement on a des problèmes d'accès aux ressources longues. Et cette DI, la banque, d'habitude, ils financent sur des campagnes. Donc malheureusement, ils ne financent pas sur une longue durée. Maintenant, ils financent sur 3, 4, 5 ans. Et ce sont ces financements-là qui permettent d'investir dans des technologies de pointe. La rentabilité n'est pas du tic au tac. Donc du jour, mais c'est des rentabilités qui se font de façon, si vous voulez, un peu plus longue. Donc cette question de défaillance des marchés financiers pose également un véritable problème. Une autre question, donc l'insécurité des droits de propriété. Vous savez que quand j'ai mon titre foncier, j'ai ma maison en titre foncier, je peux faire tout type d'investissement là-bas parce que je sais que c'est sécurisé. Jamais au plus grand jamais, on va me demander de quitter cette maison parce que ça m'appartient, c'est un titre foncier. Mais un agriculteur, qu'est-ce qu'il a en termes de papier qui justifie que ça, c'est sa terre? Parfois, c'est uniquement une délibération. Et cette délibération, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et la délibération, vous savez, clairement, c'est un titre de propriété très précaire. Et ce n'est pas un titre de propriété, c'est juste un titre qui te permet d'utiliser cette terre. Mais moi, en réalité, d'ailleurs, tu travailles là-bas. Tant que tu travailles, on est le cobaye, mais beaucoup, 2 ans, pas établi parce que ce sont des terres qui sont régies par la loi 64. Donc, établement comme ça, c'est le domaine national. Et ça pose problème. Ça pose problème. Pourquoi? Parce que ce fait quelqu'un qui m'a et investissement, la rentabilité, c'est dans 5 ans. Par contre, si je suis dans une zone, voilà, beaucoup de gens qui viennent faire mais l'air de donner, fille à Niari, à État, donc l'autre, ça n'incite pas à faire des investissements dans ce domaine-là. Donc, investissement dans le secteur numérique pour optimiser ce production agricole, malheureusement, tu ne seras pas incité à le faire. Et aussi, pour terminer, donc la question du comportement. Parfois aussi, les agriculteurs ont souvent tendance à donner plus de value à donc un bénéfice actuel versus un bénéfice dans le long terme. Ça aussi, c'est une question qui
tarde un peu l'esprit de beaucoup de spécialistes, beaucoup de chercheurs dans le domaine donc, de l'agriculture, parce que les agriculteurs ont cette tendance souvent à préférer donc, le gain d'aujourd'hui comparé à un gain, même s'il serait supérieur donc, à un gain dans le futur. Donc, c'est ce qu'on voulait, en tout cas, ce sont ces points-là qu'on a voulu un peu partager avec vous, tout en vous remerciant pour votre écoute attentive. Et nous soumettons à vos questions, ou bien à vos suggestions également, ou de façon globale, à vos commentaires sur ce thème aussi qui est d'une importance, comme je le dis, importante, qui est d'une importance capitale. Merci de votre attention.